Alors, je vais traiter en fait des lieux de production de la vaisselle en verre. La thématique du verre du Moyen Âge à l'époque moderne reste peu ou pas traitée par l'archéologie en Suisse, au contraire des pays circonvoisins qui ont engagé dès les années 1980 des programmes de recherche spécifiques. Dès lors, la connaissance des ateliers verriers sur territoire suisse repose principalement sur des recherches menées ou encadrées par quelques services cantonaux d'archéologie. Les sites verriers ayant fait l'objet de fouilles archéologiques se comptent sur les doigts d'une main et sont tous datés entre le XVIIe et le XIXe siècle. Les lieux de production médiévaux demeurent encore largement méconnus, tout comme leur production. Le verre issu de contextes archéologiques reste lui aussi peu étudié ou alors de façon incomplète, car c'est un matériau archéologique fragile, ingrat, souvent très fragmenté, pas facile à typologiser et qui de surcroît se restaure à grand-peine. Le temps imparti ne permettra qu'un survol des lieux de production de verre pour la période considérée. Ma présentation s'articulera en 4 points. Fabrication du verre, des matières premières au four et à leur localisation. Les sites verriers en Suisse, un rapide survol de la production de verre en Suisse et une conclusion. Le verre est le fruit de la fusion d'un sable riche en silice, dont le point de fusion naturel se situe à un peu plus de 1700 degrés, température qui ne pouvait être atteinte par aucun four historique antérieur au XXe siècle. Un artifice de fabrication était donc nécessaire pour contourner cette caractéristique physique implacable. L'ajout d'un fondant permettait d'abaisser le point de fusion. Jusqu'au Xe, XIe siècle, les verriers européens travaillaient peut-être encore à partir de verre brut importé du Proche-Orient sous forme de lingots ou de croisilles, mais sans doute utilisaient-ils déjà du sable et des cendres sodiques qu'ils importaient des régions méditerranéennes. La difficulté d'approvisionnement en verre brut, puis en cendres sodiques du bassin méditerranéen, en raison d'un contexte géopolitique peu favorable, encouragea les verriers du Nord des Alpes à opérer une première mutation importante dans la production en introduisant un fondant tiré de cendres végétales locales. Dans son traité Schedula diversarum artium, daté de la première moitié du XIIe siècle, le moine Théophile évoquait déjà l'usage de cendres de hêtre et de fougères en Germanie. Le verre obtenu était de couleur verdâtre en raison des impuretés contenues dans le sable et dans la cendre brute. Le lavage des sables et l'affinage des cendres par lessivage allaient permettre dans les siècles suivants d'éliminer une partie des impuretés et d'améliorer la transparence du verre. À droite, sur cette illustration, tirée du voyage d'outre-mer de Jean Mondeville, daté vers 1420, on reconnaît les différentes étapes de fabrication du verre. Le four représenté évoque un modèle attesté en Bohême avec au centre le four de fusion, ici, et sur la gauche une arche de recuit. Vous avez ici des ouvriers creusant le sable et là probablement des porteurs de verre qui quittent la verrerie pour aller vendre leurs produits. En Suisse, les affleurements de sable sont dispersés de manière inégale. Les vallées alpines et le plateau disposent de sables fluviaux ou morainiques de qualité variable. Dans l'arc jurassien, pourtant très calcaire, ce sont des poches de sable sidérolithiques extrêmement pures qui furent exploitées dès le XVIIe siècle, comme dans le Jura bernois, à Belley et à Cours. Le bois reste le facteur de localisation principal des verreries, car elles en sont de grandes consommatrices. L'exploitation d'une verrerie dure rarement plus de 2 décennies, le bois s'épuisant vite. Arrivés à échéance de leur contrat, les verriers cherchent à obtenir de nouvelles concessions à proximité ou partent s'établir ailleurs. En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, ce mode d'exploitation itinérant, reflet d'une tradition médiévale, subsiste jusqu'à l'avènement des premières manufactures édifiées à la fin du XVIIIe siècle. Jusqu'au milieu du XIXe, l'essentiel des verreries helvétiques fonctionnait encore au bois, alors qu'ailleurs en Europe, l'usage de la houille progressait. La seconde mutation est d'ordre technologique et touche le four de fusion. Jusqu'au XVIe siècle, les verriers utilisent encore régulièrement le modèle de four dit en ruche, hérité de l'Antiquité. Ce four dispose d'un foyer central, d'une sole percée
ou d'une banquette intérieure sur laquelle étaient disposés les creusets contenant le verre en fusion. Des ouvertures, appelées ouvreaux, que l'on voit ici, permettaient d'accéder au creuset. Il perçait la coupole qui fermait le four et permettait d'atteindre justement ces températures relativement élevées. Différentes représentations de ce type de four sont connues par des miniatures peintes, des gravures, mais aussi par des vestiges archéologiques en Europe. En Bohême, ce genre de four a progressivement évolué dès le XVe siècle vers une variante à 2 étages avec une arche à recuire accolée. La fameuse arche à recuire accolée, représentée ici chez Agricola. Ce type d'installation fut utilisé jusqu'au XIXe siècle dans certaines manufactures. En Europe de l'Ouest, un four plus allongé, à base ovale ou rectangulaire, muni d'un canal de chauffe traversant, apparu dès le XVIIe siècle. Dans la littérature spécialisée, ce nouveau four est souvent appelé à ailette, en raison des 2 aires de tisage maçonnées disposées de part et d'autre de l'alandier traversant. Ces aires de tisage étaient coiffées d'une voûte qui portait chacune une chambre maçonnée, l'arche à recuire, chauffées en fait indirectement par le four de fusion auquel elles étaient reliées par un canal, généralement non retrouvé dans les fouilles archéologiques. Le four du pâturage de l'Anvers, fouillé entre 2000 et 2004 à Cours dans le Jura bernois, en est presque devenu l'exemplaire emblématique grâce à sa reconstitution très évocatrice, ici en grand sur l'écran. Un four similaire fut fouillé au début des années 80 à Flully, dans l'Entlébourg lucernois. C'est le four représenté ci-dessous à gauche. Les fours à ailette avaient une meilleure efficience. Ils consommaient moins de bois et atteignaient des températures plus élevées grâce à l'amélioration du tirage. Le four à ailette se généralisa dans la plupart des manufactures et cristalleries modernes dès le XVIIIe siècle. Vous avez ici encore une représentation d'un four à ailette du 19e et ici 2 autres représentations plus récentes de fabriques de verre en Suisse vers la fin du 19e ou début du 20e. Pour la période qui nous intéresse, Walter Schaffner a cartographié les verreries connues du territoire suisse en compilant les sources écrites et archéologiques pour la période 1200 à 1800, qui correspond à peu près à celle qui nous intéresse aujourd'hui. Les archives témoignent d'une activité verrière dans les forêts suisses dès le Moyen Âge. Une quinzaine de sites sont attestés dès le XIVe, XVe siècle dans l'arc jurassien, près de Bâle, dans la région de Laeuth, au-dessus de Bienne, dans le secteur d'Olten et du Murgental, ainsi que dans la région du parc naturel du Gantrich, dans la région de Ruchek. Dès la fin du XVIe siècle, le nombre de verreries paraît augmenter, probablement en raison d'une demande en hausse, touchant non seulement la vaisselle, mais aussi le vitrage et l'apothicairerie friande de contenants de toute taille et d'emballages destinés aux préparations médicamenteuses. Les témoignages se multiplient sans doute aussi en raison de documents d'archives plus nombreux et mieux conservés. Un noyau de verrerie se dessine dans le Jura vaudois, bernois. Dans le Jura vaudois, ici donc, au XVIe siècle, dans le Jura bernois, ainsi que le long du Doubs et dans le Sundgau, le sud de l'Alsace. Comme déjà évoqué, 4 verreries seulement ont fait l'objet de fouilles en Suisse et toutes relèvent et datent des XVIIe, XIXe siècles. 2 sont situées à Cours, dans le Jura bernois, par ici. Une à Rebevelier, à peine plus loin, et une dans l'Entlébourg lucernois. D'autres ont fait l'objet d'explorations très superficielles dans les années 70 et 80, encore à Cours, décidément, à Flully, Eglenen, ainsi que très récemment à Gensbrunnen, du côté de la Schaffmatt. C'est un groupe de verreries qui va être très intéressant ces prochaines années. Et à Lodrino, au Tessin.
Les investigations archéologiques menées sur la verrerie de Cours, vieille verrerie, dans les années 50, firent l'objet d'une documentation sommaire mais fort utile. Nous disposons d'un plan et d'une coupe du four ainsi que de tessons de verre. La datation absolue du site, 1657-1673, nous est fournie par des documents d'archives. Le four était étroit, de plan subquadrangulaire, à foyer traversant, terminé par 2 paires d'ailettes courtes. Une autre structure non identifiée se situait au nord, peut-être une arche à recueil. Les ateliers de Flully et du pâturage de l'Anvers, que l'on a vu tout à l'heure, que l'on revoit ici sur la gauche, présentent un plan et une organisation intérieure proche. Sachant qu'une large frange des verriers fondateurs provenait de la région de Sankt-Blasien en Forêt-Noire, nous sommes en droit d'imaginer qu'ils reproduisaient le type de four dont ils avaient l'habitude. Fouillée dans le cadre de la construction de l'autoroute A16, la verrerie du pâturage de l'Anvers a fait l'objet d'une publication exhaustive en 4 volumes, parue entre 2010 et 2015. L'étude de la verrerie de Flully reste à faire. Nous avons eu l'occasion de parcourir l'abondant matériel collecté lors des fouilles de 1983-84. Cet ensemble est absolument exceptionnel et mériterait un sort plus enviable que celui de dormir dans les réserves. Une coupe du four permet de juger du cœur de l'installation. Vous avez ici donc l'alandier avec les fameuses banquettes sur lesquelles reposaient les creusets, dont on a retrouvé plusieurs exemplaires relativement bien conservés. Et ici une coupe de l'arche à recuire, dans laquelle reposent en fait des espèces de petits tonnelets en terre cuite, dans lesquels étaient entreposés les verres une fois terminés, pour qu'ils puissent se refroidir progressivement et être amenés à une température proche de la température ambiante. La 4e verrerie fouillée ensuite est encore jurassienne et se trouvait à Rebevelier, quasiment au débouché des gorges de Moutier. Il s'agit d'une manufacture moderne fondée en 1798 et active jusqu'en 1867. Elle fut fouillée entre 2004 et 2005 dans le cadre des travaux autoroutiers et les résultats furent publiés en 2013. On remarque sur le plan des vestiges une complexification des structures qui sont souvent dédoublées en vue d'une production à caractère industriel. On y découvre le four de fusion, toujours au centre, complété de 4 arches à recuire disposées dans les angles, ainsi que d'une série de fours périphériques qui servaient à friter les compositions, à étendre le verre plat et à recuire. L'installation fonctionna au bois malgré des tentatives de chauffer au charbon. La verrerie de Rebevelier fut installée en bordure d'une route importante, réaménagée par le prince-évêque au milieu du XVIIIe siècle. J'aimerais maintenant quand même évoquer brièvement les productions de verre, ou en tout cas les verres retrouvés dans le cadre de fouilles archéologiques en Suisse. De 1350 à 1550 environ, le répertoire formel des verres à boire s'inspire encore largement du siècle précédent. Les gobelets à pastilles, appelés Nuppenbecher en allemand, de type Schaffhausen, persistent jusqu'au XVe siècle. Les principaux ensembles nous proviennent du nord-est de la Suisse. Ils évoluent progressivement vers des formes plus basses ou plus cylindriques, à pieds refoulés. Des petites pastilles circulaires en forme de coquilles d'escargot appliquées sur la paroi augmentent de taille au fil du temps pour se rapprocher et finir par se toucher et se terminer en une petite pointe redressée. Ce type de gobelet préfigure le Krautstrunk des 15e et 16e siècles. Ce verre est moins commun en Suisse occidentale où il n'apparaît que sporadiquement. On citera 2 exemplaires fribourgeois et quelques exemplaires retrouvés à Bienne. À la même époque, d'autres modèles apparaissent. Les gobelets tronconiques ou cylindriques, représentés ici, ainsi que les Stangengläser, ces verres allongés, cylindriques, qui sont ornés souvent de pastilles rapportées ou de cordons pincés verticaux. On en a depuis peu retrouvé des exemplaires
dans une verrerie fouillée à Gainsbrunnen, canton de Soleure, à la frontière bernoise, une verrerie de Schaffmatt en activité entre 1560 et 1585. Elle a livré des tessons de Stangengläser qui attestent d'une production soleuroise, donc à la fin du XVIe siècle. Pour l'heure, les Stangenglas et Krautstrunk ne sont pas attestés en Suisse romande au-delà de l'axe Bienne-Fribourg, ni a priori au sud de la Suisse, au Tessin et dans les Grisons. Et peut-être qu'il s'agit là d'une lacune, en fait, de l'état de la recherche. Les verres à boire biconiques apparaissent au XVIe siècle. Réalisés en une seule paraison, ils portent souvent un décor moulé, losange, hexagone et côte, et paraissent surtout en Suisse occidentale et sont recensés à Fribourg et Bienne, d'où proviennent un ensemble représentatif. On les retrouve entre 1560 et 1585 dans les productions de Gainsbrunnen, Schaffmatt et aussi à Sonsbo, Lachsteiner, ici à gauche sur la carte, dès la toute fin du XVIe siècle. Au XVIe siècle apparaissent encore des verres à jambes dont la coupe repose sur un bouton creux lisse ou orné de côtes moulées. Vers le milieu du siècle, les verres à décor moulé de pastilles font leur apparition, comme en témoigne ce bel ensemble schaffhausois. Production de ce type est attestée à Gainsbrunnen, Schaffmatt, verrerie 1 et 2, entre 1560 et 1636, à Cours sous les Roches, entre 1673 et 1699, et jusqu'au début du XVIIIe siècle, à Cours, pâturage de l'Anvers. Mais le verre à boire qui s'imposa dès le milieu du XVIIe siècle fut sans conteste le verre à jambes qui se déclinait en modèles variés. Les coupes hémisphériques ou tronconiques étaient associées à des jambes à boutons, à tiges, à balustres ou à serpents. Ces verres furent réalisés aussi bien en verre incolore en verre de couleur verte ou jaunâtre, et constituaient des imitations de produits d'Italie du Nord. On les dénomme d'ailleurs verres réalisés à la façon de Venise. Ces verres sont attestés un peu partout en Suisse. Les ensembles de verres sortis des 3 premiers ateliers de cours qui se succèdent entre 1657 et 1714 offrent une opportunité rare d'établir une chronologie fine des formes produites en territoire suisse. Parmi les jambes très populaires, on citera aussi celle dite à mufle de lion. Un exemplaire figure ici, dont il existe de multiples variantes plus ou moins stylisées. Elles furent notamment produites dans les 2 premières verreries de cours. Vers la fin du XVIIe siècle apparaissent des modèles à boutons lisses ou côtelés, et même une variante en filigrane blanc. Je reviens sur la dia précédente pour vous montrer le verre à filigrane blanc, dont la production n'est pour l'heure attestée qu'à Cours sous les Roches et au pâturage de l'Anvers. Cette nouveauté imitait les productions de vetro a fili des verriers de l'Italie du Nord, verriers d'Altare et de Murano. La première décennie du XVIIIe siècle rime avec le retour du gobelet tronconique, représenté ici, à la fois en Suisse orientale et en Suisse occidentale. Utilisé comme verre commun pour le service de l'eau, du vin et du cidre, il est vite apprécié et sa diffusion dans toute la Suisse sera rapide. Toujours incolore, il fut bientôt soufflé dans un moule de section circulaire ou polygonale. Par la suite, ces facettes ne seront plus moulées, mais taillées à la meule. On a essayé en fait ici de visualiser l'évolution de la production verrière en Suisse à travers les contextes archéologiques publiés. Vous voyez qu'il y a énormément de lacunes. Il semble y avoir des petites différences entre les corpus, on va dire de Suisse orientale et de Suisse occidentale, mais ces différences appellent encore à être confirmées par la poursuite des recherches. Au XIXe siècle, la verrerie de table connaît un développement foisonnant et se démocratise si largement que tout le monde boit dans des verres. Dans la première moitié du siècle, les manufactures verrières suisses produisent de grandes séries diversifiées sans véritable spécialisation. D'un point de vue archéologique, le site de production de référence est la verrerie jurassienne de Rebevelier, qui roula de 1798 à 1867.
Elle produisit de la verrerie fine, gobelets, verres à tige pleine, carafes, etc. Des bouteilles, des récipients pharmaceutiques, des instruments de laboratoire et également du vitrage. Donc, toujours pas de spécialisation. Parmi les gobelets, on note la présence de formes cylindriques moulées à fond plat, section circulaire ou polygonale dont la paroi est lisse ou ornée de facettes verticales ou moulées, ou taillées même à la meule. Le fond porte parfois une rosace moulée ou taillée. La seconde moitié du siècle s'accompagne d'une mécanisation progressive du travail. Les verreries se spécialisent. La verrerie de Moutier devient la principale fabrique de verre plat en Suisse et ses produits furent distingués en 1857 d'une médaille d'or à l'exposition industrielle suisse de Berne. Rebevelier tenta la même orientation, mais avec moins de succès puisqu'elle ferma ses portes en 1867. La verrerie de Sansal se spécialisa dans la bouteille, s'assurant du même coup un marché viticole de proximité très prometteur, alors que la manufacture de Montet s'orienta vers la verrerie fine et la vitrerie. Le peu de temps à disposition nous oblige à ne faire qu'un survol de la production verrière en Suisse. Nous aurions pu encore aborder la question des verres de laboratoire et de pharmacie, casques, ballons, bouteilles, pots, fioles ou ventouses, évoquer les contenants de stockage, en particulier le développement de la bouteille de vin, ainsi qu'un élément fondamental du confort moderne venu remplacer le papier huilé et la peau de vélin, le vitrage. En conclusion, entre 1350 et 1850, les verreries se multiplient afin de répondre à une demande croissante en verre de toutes sortes. Les fours de verrerie évoluent, passant du four en ruche hérité de l'Antiquité au four de type bohémien à arche à recuire à coller, puis au four à ailettes. Le bois reste le facteur de localisation principal. Il est réduit en cendres pour obtenir le fondant nécessaire à la composition et sert aussi de combustible. En Suisse, une production verrière autochtone est attestée dès le Moyen-Âge, mais reste largement méconnue, faute d'ateliers fouillés. L'établissement d'une synthèse évolutive des productions reste donc un exercice périlleux, même si quelques ensembles remarquables permettent d'esquisser les tendances générales. La synthèse publiée dans le cadre de SPM 8 reflète un état de la connaissance très inégal selon les régions et est appelé à évoluer. Le Jura central y occupe à l'heure actuelle une place de choix pour la période des temps modernes. Voilà, j'en aurais terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Alors, je remercie beaucoup Christophe et Michel pour ce feu d'artifice typologique. On a plein de beaux objets dans les yeux maintenant. Et puis surtout, ça donne honte à des régions comme la mienne de ne pas savoir exploiter tout ce qui traîne encore dans les dépôts. J'espère que ça va nous motiver. Merci beaucoup. Comme convenu, c'est à Sophie de poser une première question à nos deux présentateurs. Alors, Christian, je te rassure, hein, le canton de Vaud n'est pas beaucoup mieux pour tout ce qui est de l'étude de ces céramiques-là. Alors, je vais faire une première question qui est pour vous deux. C'est en fait, quelle est la diffusion de ces ateliers? Est-ce qu'elle est locale ou est-ce qu'elle est un peu plus supra-régionale? Pour la céramique, je pense que là, je laisse Gilles répondre plutôt pour Bulle. Je pense quand même que ça va relativement loin, mais ça reste quand même dans un ensemble local. À part ça, j'avais vu avec Andreas pour la porcelaine de Mont, il en a retrouvé un petit fragment en fouille à Berne. Et il disait que, par contre, c'est la faïence de Zurich, ou je ne sais plus quelle production qui était locale du côté de Zurich, il trouvait assez peu, en fin de compte, dans les fouilles ou en proximité, mais que c'était plutôt exporté. Du coup, ça avait plus de succès ailleurs que sur le lieu de production. Donc après, je pense que ça dépend un petit peu des périodes et puis des ateliers. D'accord, merci. Et puis pour le verre? Pour le verre, je pense que là, on a un phénomène de distorsion actuellement. Parce qu'en fait, je pense qu'on est à peu près au niveau où on était à la céramique il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas d'ateliers qui ont été fouillés. Et tant qu'on n'a pas les ateliers, on ne sait pas ce qui a été produit. Alors, on a encore toujours le mythe, en fait, qu'on importe l'essentiel de nos produits du sud de l'Allemagne, qui est une grande région verrière.
Mais je pense qu'il y a une bonne partie en fait de la production qui est endogène, qui est vraiment réalisée sur place dans les différentes régions. Et ces produits qui sont quand même luxueux, il ne faut pas se leurrer, on va dire au milieu du XVIIIe siècle, ils réservaient quand même plutôt à une frange un peu particulière, plutôt nantie de la population. Ces gens s'approvisionnent pour l'essentiel sur un marché qui est un marché régional. C'est un peu comme les poteries, j'imagine, on va les acheter sur le marché, mais il y a également en fait des commandes probablement qui sont particulières. On peut imaginer que les familles patriciennes, que certains couvents, etc., formulent des commandes en fait auprès des verriers. Mais ça, c'est un phénomène qui n'est pas encore très, très bien étudié, malheureusement. Merci pour cette réponse. Et puis, Michel, je voulais juste rebondir sur ta réponse. Mais en fait, est-ce qu'on n'arrive pas à percevoir cette diffusion parce que justement, tous les cantons n'étudient pas de la même manière ou aussi intensément le… Il y a ça. Après, on voit pour mais il y en a, puisque c'est quand même une des choses que je rencontre le plus souvent dans les lots étudiés à Genève. On est à 130 km, c'est loin sans être loin. Ça représente pour le 16e, enfin, pas le 16e, le 18e, à peu près le 80% du matériel. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Il faudrait voir dans le canton de Vaud, dans certaines fouilles, ce que ça représente, parce que je sais qu'il y en a. Il y a des morceaux qui ont été publiés par Christ à l'époque dans un petit catalogue sur l'archéologie vaudoise. Il y a Emmanuel Eveco qui en a retrouvé aussi du côté de Sion, mais ça reste quand même un peu anecdotique par rapport à Genève, où on voit que c'est une production, c'est un effet de mode, c'est quelque chose… D'abord, je pense que les gens devaient trouver ça beau, c'était probablement pratique à utiliser et peut-être pas très cher par rapport à d'autres choses. Et puis, bon, j'ai vu, Michel, que tu as déjà répondu à une des questions du chat qui t'était posée. Il y en a une deuxième de Gilles Perret. Est-ce qu'il existe des archives correspondant au lieu de production fouillé, répertoire de marques, de formes dessinées, de croquis de décors? Alors, des répertoires de marques, on a des répertoires de genre des catalogues, mais pour des faïenceries connues, on n'a pas forcément ce genre de choses pour des faïenceries qui ont disparu. J'ai un exemple, parce que du coup, je suis au bureau, donc j'ai été voir dans la bibliothèque. On a une faïencerie et on connaît l'existence, elle a été détruite et tout, mais elle a fonctionné pendant 5 ans à Genève. C'est la faïencerie des Paquis. En gros, voilà si vous arrivez à voir ce que ça donne en croquis des archives. Donc, ça n'est pas forcément très parlant. On a très peu de choses, donc on n'a de loin pas l'exhaustivité de ce qui aurait pu être produit. Et même de cette faïencerie, on a un exemple à l'Ariana, c'est une espèce de corbeille en faïence blanche. Le poinçon fait 1 cm², donc à moins de tomber sur la marque de fabrique, on est incapable de dire que ça vient de cette faïencerie. Donc, c'est très compliqué. Après, dans les archives, effectivement, on voit dans les études que Gilles a pu faire pour Bulle ou même Ursule sur Cornol, ils ont des archives avec les noms des faïenciers ou des potiers. À Genève, j'ai un peu demandé aux historiens qui travaillent avec nous ce qu'ils avaient. Alors, de temps en temps, ils ont quelques indications, mais pour l'instant, on n'a pas sorti encore j'ai rien de bien concret par rapport à ça. Très bien. Je propose de passer à la suite. Comme j'ai la parole, je profite juste pour dire que dans ma région, on a une zone vallée frontière qui s'appelle les Verrières, qui apparaît d'ailleurs sur la fameuse carte. Mais l'industrie du verre est parfaitement inconnue dans ce coin-là à ma connaissance. Ça va peut-être motiver des travaux un peu plus poussés. Merci en tout cas à vous deux.